Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité Francis Piner. Bonjour. Bonjour. Alors avocat et homme politique, vous êtes sénateur LR de Paris, vous aspirez à devenir maire de Paris. À votre actif des procès retentissants, vous avez notamment plaidé pour Pierre de Vargas, accusé d'avoir commandité l'assassinat de Jean de Broglie, c'était à la fin des années 70. Vous avez défendu l'ex-proxénète Madame Claude, tout le monde s'en souvient, a priori, il y a même eu un film sur elle. L'ancien empereur de Centrafrique, Jean Bedel Bokassa, l'ancien ministre de François Mitterrand, Christian Nucci, mais aussi Patrick Poivre d'Arvor ou encore Bernard Tapie. Et puis, vous avez aussi représenté la partie civile dans l'affaire Ilan Halimi. Alors, une carrière d'avocat que vous avez débuté à 21 ans en 1975, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Avocat, c'est un hasard ou c'est une vocation, Francis Piner ? Alors, au départ, ma première vocation, c'était d'être Saint-Cyrien. Ah oui. Et puis, quand j'ai eu mon baccalauréat, j'avais 17 ans, la majorité était à 21 ans, et ma mère ne souhaitait pas que son fils soit soldat. Et elle m'a dit... À cause de la guerre ? Oui, et puis... non, une mère a toujours envie de protéger son enfant. Donc elle disait, tu seras soit avocat, soit médecin. Non, elle disait, quand tu auras 21 ans, si tu veux, tu continueras. Ouais. Et donc j'ai hésité entre préparer Normal Sup pour faire une agrégation d'histoire, et je me suis inscrit à la faculté de droit, et j'ai aimé le droit, et c'est comme ça que l'envie m'est venue, en assistant à des procès, de vouloir être avocat. Donc au départ, c'est pas une vocation. Au départ, c'est pas une vocation. Alors, d'abord, et puisque c'est le principe de cette émission, Francis Piner, un mot sur votre parcours, ou quelques mots sur votre parcours. Est-ce qu'on peut dire que sans les livres, sans la culture, sans l'école républicaine, vous seriez le même aujourd'hui ? Ah, pas du tout. Moi, je suis un pur produit de l'école publique. Ouais. Je suis un pur produit de la méritocratie républicaine. Et évidemment, d'abord, mon père était imprimeur, donc j'ai été élevé dans les livres. Et sans la littérature, oui, je pense que je n'aurais pas eu la même vie. Mais comme je le dis toujours aux jeunes étudiants en droit, ceux qui liront resteront les maîtres du monde. Et je pense que la lecture, la littérature, c'est essentiel dans la vie. D'ailleurs, j'ai vu que le pape François avait fait un très beau texte sur la littérature. Et d'autres. On en parlera. Mais d'abord, l'école républicaine. Tout commence par l'école républicaine dont vous êtes, vous l'avez dit, un enfant. L'école républicaine de votre enfance, est-ce qu'elle existe toujours ? Malheureusement non. Malheureusement non, parce que l'école que j'ai connue... Vous étiez d'ailleurs dans quel coin de Paris ? Alors moi j'ai fait toutes mes études au lycée Jacques Decour. Jacques Decour dans le 9e. D'abord c'est un très joli nom, parce que c'est le nom d'un professeur d'allemand fusillé par les Allemands. Ouais, de la résistance. Et d'un résistant. D'abord c'est une école où on apprenait le respect de l'autorité. On respectait nos maîtres. Mais à l'époque, dans toutes les écoles, on respectait l'autorité, les professeurs, les instituteurs. On respectait nos maîtres. Moi, j'ai été élevé avec la magnifique lettre que Albert Camus adresse à M. Germain, son professeur. Et on cite souvent cette lettre, mais on a tort de ne pas citer la réponse de M. Germain, qui montre le scrupule qu'avaient ses professeurs, notamment sur la question de la laïcité. Et donc, nous étions des privilégiés de bénéficier d'une éducation où il y avait à la fois l'autorité, la transmission par le savoir, mais également, ce qui était aussi, je crois, très important, l'esprit de la saine compétition. Nous étions notés, nous avions des prix. Il y avait la récompense du travail. Dès l'école primaire. La récompense du travail et de l'effort, ce que nous avons aboli et nous avons tort. Et en tant que maire, j'ai organisé souvent... Donc maire du 16e arrondissement. J'ai organisé souvent... Vous n'êtes pas resté longtemps ? Je suis resté 3 ans et demi, presque maire du 16e arrondissement, et on organisait des cérémonies de remise de diplôme aux bacheliers qui avaient eu la mention bien ou très bien, et j'ai toujours été frappé par le nombre de gens qui venaient, la fierté des parents, la fierté des gamins. Nous avons perdu, en réalité, les rites initiatiques qui conditionnent une vie. Moi, je remets encore les cartes d'électeurs, par exemple. C'est dû à quoi Je pense que... Ça. Alors, je pense que l'esprit de mai 68... j'allais vous dire, c'est ça, c'est mai 68. Je pense que mai 68 a fait beaucoup de mal à notre pays, parce que quand vous avez eu le doyen Grappin qui se prend une poubelle sur la tête à Nanterre, excusez-moi, mais c'est comme les nazis. C'est-à-dire, c'est le mépris... Vous allez un peu loin, là. Non, si, c'est exactement l'autodafé, le mépris de l'intelligence par rapport à l'action bête et stupide. Et aujourd'hui, on parle du mépris de l'élite, on en reparlera. Oui.
De l'élite et des élites. Alors, il y a aussi, on parle d'école, la contestation des contenus de cours, de certains cours, de la transmission d'un savoir. Tout ça, ça peut mener à quoi? Vous savez, j'étais il n'y a pas si longtemps à la cour d'assises spéciale de Paris pour défendre la mémoire de Samuel Paty au nom de son fils et de son ex-compagne. Et on a assassiné un professeur parce qu'il enseignait la liberté d'expression. Et on voit bien qu'il y a une autocensure chez certains enseignants, qu'il y a une peur, qu'il y a des sujets en sciences naturelles, en sport, en histoire qu'on n'ose plus aborder. Et donc oui, le combat... Qu'on n'ose plus aborder contre le principe de laïcité. Contre le principe de la laïcité, bien entendu. Et donc je crois que notre effort aujourd'hui, le redressement républicain, doit passer par une reprise en main de l'école. Et puisqu'on parle de laïcité, est-ce que ce qui se passe signifie que remettre en cause la laïcité, ça peut rapporter gros? Alors, c'est pas... Il y a évidemment... Vous savez, j'avais été frappé, il se trouve que j'avais eu l'occasion d'être pour SOS Attentat aux côtés de la famille de Chapour-Bakhtiar, le dernier premier ministre du Shah qui avait été assassiné en France. Dans les années 80. Dans des conditions d'une audace extraordinaire. Et qu'est-ce qui s'était passé en Iran? Vous aviez eu une alliance contre le Shah, entre les communistes et les islamistes. Chacun se servant de l'autre, les communistes pensant que finalement ils absorberaient les islamistes, et c'est le contraire qui s'est passé. Donc il y a d'un côté ceux qui sont contre la laïcité, et de l'autre il y a ceux qui sont pour le communautarisme, en disant mais nous sommes pour la laïcité. Et c'est la conjonction de ces deux forces qui aboutit à la confusion et à la difficulté. Peut-être que ça vous fait réfléchir sur la situation que l'on vit aujourd'hui. Mais on en reparlera. Mais c'est la même chose. La France insoumise s'allie de fait avec les islamistes, qui prônent la charia et qui vomissent évidemment toutes les valeurs que la gauche, l'extrême gauche prétend défendre, et les valeurs de la République. Et les autres, M. Mélenchon, pense qu'il arrivera à les dominer. Dans les écoles, puisqu'on parle de laïcité, les écoles, les lycées, les salles de profs, le pas de vague, ça fait des ravages? Oui, certainement. Je peux parler de Samuel Paty. Oui, mais alors avec la grande difficulté, c'est qu'en réalité, nous n'arrivons pas à appréhender la réalité du phénomène, parce qu'il y a beaucoup d'incidents qui sont tus. Certains hésitent à les faire remonter. Le pas de vague. Et la hiérarchie se dit que plus on fait remonter, plus le lycée devient un mauvais lycée, un lycée à problème, et on préfère faire mettre la poussière sous le tapis et le pas de vague. Est-ce que vous y voyez aussi les ravages de la cancel culture et de l'indigénisme qui voient tout sous le prisme de la race? Dans le secondaire, non. Mais ça, dans certaines universités, oui. Alors, retour à votre parcours, Francis Szpiner. Vos grands-parents, votre mère aussi, ont choisi la France pour fuir les pogroms de Pologne au début des années 20. On est d'accord? Ces origines, cette culture, ce creuset familial, est-ce que ça a compté pour vous? Est-ce que ça compte toujours pour vous? Bien sûr, parce que moi, mon grand-père était né à Varsovie, mon père est né à Paris, donc ça fait plus d'un siècle que ma famille est installée en France, mais elle a gardé l'idée qu'on venait en France parce que c'était un pays magnifique. Et la France... Heureux comme dit en France. Exactement. La France, c'est ce que vos grands-parents avaient en tête. C'est ça, c'est-à-dire que la France, c'était le pays des Lumières, c'était le pays de la Déclaration des droits de l'homme, c'était le pays qui devait être chéri, aimé, parce que c'était un grand pays qui accordait aux Juifs protection et épanouissement. Respect, heureux comme on dit en France, ça voulait dire, traduction, heureux comme un Juif en France. Voilà. Après, on a vu ce que ça a donné. Mais ça n'a pas empêché, vous savez, mais ma mère et mon père ont porté l'étoile jaune. Ça n'a en rien affecté leur amour de la France. Au contraire. Au contraire. Vous parlez de votre mère et de votre père, parlez-nous de vos parents, Francis Szpiner. Qu'est-ce qui vous reste d'eux? Qu'est-ce qui vous reste de votre enfance? Écoutez... C'est le principe de l'émission. Ma mère, c'est un peu la mère de Romain Gary. Ah oui. C'est-à-dire... Mais vous n'êtes pas devenu aviateur, vous n'êtes pas devenu ambassadeur de France. Non. Mais quand même, avocat. Mais ma mère était d'abord une femme d'une immense culture, polyglotte, qui évidemment chérissait... On parlait quoi chez vous d'ailleurs? Français. Non, français. Français. Pas du tout le yiddish.
Très peu, parce que d'abord, souvent, ce sont vos parents qui vous apprennent le yiddish ou le grand-parent. Mes grands-parents, 3 sur 4 étant morts en déportation, la transmission du yiddish à mes parents a été très faible. Et puis, encore une fois, mon grand-père était venu en France depuis longtemps. Donc, on parlait français, il y avait l'amour de la langue française, et puis il y avait l'amour de la culture française. Donc, je garde de cette éducation une éducation de tolérance, d'abord, de liberté, et surtout de culture, de littérature et de littérature française. Et de littérature française, ce sont vos parents, vos racines ou vos rêves, on parlait tout à l'heure de la culture et de l'école, qui ont forgé l'homme que vous êtes devenu? Oui, parce que je crois que quand on a été élevé dans l'amour de son pays, dans l'amour de sa culture, dans la beauté de son pays, ça, évidemment, vous constitue une colonne vertébrale. Est-ce que, comme Pierre Goldman, vous définissez comme un juif polonais né en France? Non, moi je suis un Français né d'un père français, d'un grand-père juif polonais né en France. Donc, que disait Pierre Goldman, parce que vous avez un souvenir particulier concernant Goldman. Alors moi j'étais jeune étudiant en droit, je devais être en 3e année, et j'avais assisté au premier procès de Pierre Goldman. Donc on précise pour nos auditeurs, on reprécise, vous êtes devenu avocat à 21 ans. Oui, et donc à ce moment-là, c'était un procès extraordinaire, avec un grand président, qui était le président Braunschweig, un avocat général qui était extraordinaire, qui était Langlois, qui fascinait d'ailleurs Pierre Goldman. Et j'ai vu le moment où, lorsque Pierre Goldman est condamné à la réclusion donc premier procès, à la perpétuité, ses amis ont failli le sortir du box. Enfin, c'était une scène, les gens étaient debout sur les bancs, une scène qu'on ne voyait pas en cour d'assises. Ensuite, Goldman s'est pourvu en cassation, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire appel des décisions des cours d'assises. Et il avait sorti un livre qui est émouvant, qui est Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France. C'est pour ça que je vous posais la question. Voilà. Et donc, un livre, on va le dire pour nos auditeurs, lisez-le. Il est magnifique, bouleversant. Et à ce moment-là, ça avait été cassé, renvoyé devant la cour d'assises d'Amiens. Entre-temps, j'étais devenu avocat stagiaire et je m'étais déplacé à Amiens pour entendre les plaidoiries. Donc c'est le deuxième procès. Voilà, le deuxième procès où Goldman avait été acquitté des meurtres des pharmaciennes et condamné pour les hold-up qu'il avait commis. Et j'avais été fasciné notamment par Émile Pollack, qui était un des 2 avocats de avec Georges Kejman, mais qui lui était l'avocat historique, puisqu'il avait assisté au premier procès et qui avait été très émouvant. Et alors, qu'est-ce que vous retenez, en dehors de ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous retenez de ce procès? Ce que j'ai retenu de ce procès, c'est qu'effectivement, Pierre Goldman était un torturé, qui, en fait, était dans la fascination d'une époque révolue, de la résistance de son père. De la résistance de son père, qui aurait voulu être résistant, et les circonstances historiques, évidemment, ne s'y prêtaient pas, et qui était devenu dans une dérive d'aventurier, et qui est un garçon perdu, et que c'est un immense gâchis. Un immense gâchis. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi son frère, Jean-Jacques Goldman, ne parle jamais de lui. Alors, je pense que quand c'est... Il en a souffert, sans doute. Je pense que quand c'est un drame intime dans une famille, je comprends que les gens n'aient pas envie de s'exprimer publiquement. Alors, puisqu'on parle du procès Goldman, comment vous concevez votre rôle d'avocat, votre métier d'avocat? Et pourquoi d'ailleurs, vous aussi, avez-vous choisi, je ne me trompe pas, d'être avocat pénaliste? D'abord parce que je me rappelle toujours cette phrase de Victor Hugo où il disait « S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ». Et c'est vrai que par l'effet de meute, on n'a pas toujours envie d'être du côté de la meute. Et puis je trouvais que c'était, je crois que c'est aussi Robert Badinter qui disait ça, c'est finalement, lorsqu'on veut changer la société, on s'aperçoit que c'est compliqué et que le métier d'avocat, c'est une manière d'y participer dans un combat singulier. Et c'est vrai que par moment, on a le sentiment, même si on défend l'intérêt d'un homme, qu'on peut défendre un intérêt collectif. C'est les combats que j'ai menés en matière de lutte contre le terrorisme. C'est Gisèle Halimi pour la cause des femmes, c'est Robert Badinter pour l'abolition de la peine de mort. C'est un métier... Ça, ce sont des causes, mais il y a aussi le prétoire. Et d'ailleurs, je vous ai en face de moi, je vous entends, votre voix, elle compte aussi. La voix compte, mais... Votre intonation, elle compte. Le travail compte aussi. Oui, non, mais c'est un plus aussi. Peut-être. On vous l'a dit. Oui, mais vous savez, d'abord, on n'entend pas sa voix. Non, mais quand on l'entend, au moment où je vous parle, si
j'entends après l'émission, je n'aurai pas le sentiment de reconnaître ma voix. Ah oui. Et quand on est avocat, est-ce qu'il faut tenir compte aussi de ce qu'on appelle le bon sens populaire? À quel point de vue? Quand vous défendez un homme, une femme, et puis quand vous êtes face à la justice. Ah, vous savez, alors il y avait cette très très belle tirade de Vincent de Moreau-Giaferi, qui était un immense avocat, et qui défendait des anarchistes, et on parlait de l'opinion publique. Et il disait, l'opinion publique, sortez-la du prétoire, cette gueuse, cette intruse, cette prostituée qui tire le juge par la manche. C'est elle qui, au pied du Golgotha, tendait les clous au bourreau. C'est elle qui dansait la farandole ignoble devant l'échafaud de la reine et qui, un siècle plus tard, crevait du bout de ses ombrelles les yeux des communards. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. C'est pour ça que je pose la question. Il faut de temps en temps résister à l'opinion. Résister, c'est un mot important chez vous? Oui, et vous voyez, et même comme parlementaire, il m'est arrivé dernièrement, y compris contre ma propre formation politique, de mettre en garde contre la législation qui vient à partir d'un drame, qui suscite une émotion, et la volonté de légiférer tout de suite. Tout de suite après un drame. Tout de suite après un fait divers. Après un fait divers, et on ne le fait pas toujours bien, et on ne le fait pas toujours d'une manière intelligente. Alors il y en a un qui a fait beaucoup ça. Qui c'est? Jacques Chirac. Pas du tout. Dont vous avez été proche. Non, mais je sais que... Et Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas été proche de Nicolas Sarkozy. Non, mais il a fait aussi, quand il était ministre de l'Intérieur, de Jacques Chirac. Oui. Mais non, alors... parce qu'on précise les choses quand même pour Jacques Chirac. Vous avez été un conseiller officieux, un visiteur du soir de Jacques Chirac. J'ai été un des avocats de Jacques Chirac, j'ai eu l'honneur de travailler avec lui, et Jacques Chirac était un homme qui avait une vraie profondeur. Et moi, ce qui m'a toujours frappé chez Jacques Chirac, c'est sa capacité à être à l'écoute du monde et à l'écoute de ce qui se passait. Et c'est quelqu'un qui n'était pas figé dans ses certitudes. C'est vrai ? Oui, et rappelez-vous, qui aurait pensé que ce serait Jacques Chirac qui prononcerait le magnifique discours de Johannesburg ? Et ça, on aurait pu le penser, ce qu'on retient aussi beaucoup ici, à Radio J notamment, le discours du Veldiv. Le discours du Veldiv, bien sûr, qui était un discours courageux. Courageux, notamment par rapport à sa famille politique. Par rapport à sa famille politique. Et par rapport à la France, l'histoire de France. Non, que ce soit le discours de l'ONU, dit par Villepin, mais le ministre des Affaires étrangères n'est que le porte-parole du président de la République. Que ce soit pour la guerre en Irak, que ce soit pour le discours de Johannesburg, que ce soit pour le discours sur le Veldiv, oui, Jacques Chirac a eu des paroles fortes. Et l'écologie, l'environnement. Oui. Vous avez C'est le discours de Johannesburg, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Voilà, vous avez une idée en tête là-dessus? Vous avez un souvenir en tête sur ce discours de Johannesburg? Oui, parce que c'était étonnant de voir le président d'un pays industriel s'intéresser à l'écologie à l'époque. Qu'est-ce qu'il vous disait à l'époque? Non, c'est que ce qu'il disait, c'est... Il y avait les mouvements altermondialistes, ils disaient sur le fond, la décroissance, c'est beaucoup plus compliqué, mais ils disent des choses que nous ne voyons pas, que nous n'entendons pas, et justement, il faut aller à la rencontre de ceux qui pensent différemment de vous, parce que même dans ces différences, il peut y avoir un profit pour l'humanité. Oui, c'est important quand un président est ouvert vers le monde. Voilà. Alors, vous êtes heureux d'ailleurs de vivre en France? Ah, moi, je trouve que la France est le plus beau pays du monde. Ouais. Vous savez, alors, c'est un pays où il y a évidemment de la difficulté. Il y a des gens qui vivent mal alors qu'ils travaillent d'arrache-pied. Je pense notamment aux agriculteurs. Mais c'est un pays... Alors, je ne veux pas non plus dire que tout va bien, mais c'est un pays où d'abord, tout le monde a la chance de pouvoir faire des études. Même si les chiffres sur les grandes écoles montrent que l'ascenseur social est difficile et compliqué, mais c'est un pays où les études sont gratuites. Allez aux États-Unis, vous verrez la différence. C'est un pays où le système de santé, même s'il est asphyxié, même si l'hôpital a de gros problèmes, il permet à tout le monde de se soigner. Mais c'est un système de santé qui permet à tout le monde de se soigner. Et de guérir. Et c'est un système qui, enfin, permet au laissé pour compte, alors il y a des abus, il y a des profiteurs, il y a des tricheurs, il y a tout ce que vous voulez, mais c'est un système qui assure un minimum de protection sociale par le RSA, par les aides sociales, les aides au logement, les allocations familiales. Et ça vous dit pas, vous qui êtes sénateur LR, il faut arrêter tout ça? Non, je dis qu'il faut faire en sorte que,
ceux qui en prouvent que la fraude soit traquée, parce qu'il y a de la fraude. Je dis aussi qu'il faut qu'à un moment donné, le travail paye plus que le fait de ne pas travailler. Voilà. Alors, vous avez parlé de Jacques Chirac. Quelles sont les autres personnes qui ont marqué votre vie, votre parcours, votre vie professionnelle? Quels sont les procès aussi qui vous ont marqué? Alors, évidemment, l'admiration dans ma famille, c'était le général de Gaulle. Ouais. Mon père était... D'ailleurs, c'était rare à l'époque chez les Juifs. Non, mais mon père... 67, ça a été une rupture. Non, parce que mon père était maquisard, il avait 17 ans dans le Lot-et-Garonne, et le général de Gaulle a sauvé l'honneur de la France. Quand vous parliez de l'amour de la France après Vichy, il y a eu le général de Gaulle qui a sauvé l'honneur de la France. Et il faut le rappeler. Sur 67, oui, comme peuple Raymond Aron... d'élite sur de lui. Alors, peuple d'élite, on ne peut pas dire que ce soit un grief. Sûr de lui-même, pourquoi pas. Dominateur, c'est un peu excessif quand on connaît l'histoire. Mais profondément... Enfin, il y a eu une rupture avec De Gaulle à ce moment-là. Il y a eu en tout cas une blessure. Une blessure. Et puis le deuxième homme qui avait beaucoup marqué mes parents, c'était évidemment Pierre Mendès France. Parce que c'était une certaine rigueur en politique, et finalement le rêve de mes honnêteté, parents, loyauté. Le rêve de mes parents, ça aurait été le général de Gaulle président et Pierre Mendès France Premier ministre. Certains ont rêvé de Mitterrand président, Mendès France Premier ministre. C'était pas mon rêve, mais, pas votre rêve, mais voilà. Chacun a son histoire. Maintenant, ce qui m'a marqué évidemment ensuite, paradoxalement, alors évidemment mon maître, Charles Robaglia, qui était un vieil avocat corse formidable. Donc c'est chez lui que vous avez commencé? Voilà, j'y suis resté 5 ans, il était dans la transmission, parce que moi je crois à la transmission. J'avais décoré il n'y a pas longtemps une pianiste, restaurateur de piano, ébéniste, acousticienne, et un de ses amis avait dit « Celui qui a reçu et qui ne transmet pas à son tour est un voleur ». Et je le crois profondément. Et vous transmettez vous-même? J'essaye de transmettre. D'ailleurs, beaucoup de mes collaborateurs qui ne travaillent plus avec moi depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans continuent à m'appeler, à me demander des conseils, le cas échéant. Donc oui, ça c'était pour moi un modèle. Et puis après, celles qui m'ont le plus marqué dans ma vie professionnelle, ce sont les femmes. Lesquelles? Alors d'abord, c'est Françoise Rudetsky, qui a fait pour les victimes d'attentats un travail considérable que j'ai défendu. C'est Latifa Benziaten. J'étais l'avocat de Latifa Benziaten dans l'affaire Mera. C'est la patronne du Téléthon, Laurence Thienot-Herman, qui est une femme exceptionnelle. Ce sont les disparus, les folles de la place de Mai, puisque j'avais été l'avocat des familles d'Alice Daumont et Léonie Duguay, les 2 religieuses enlevées en Argentine, où pour la première fois, nous avions fait... Des religieuses françaises. Hein. Oui, on avait fait condamner un étranger pour un crime commis à l'étranger au préjudice de ressortissants français, parce qu'elles ont un courage exceptionnel. Le courage, c'est important. Oui, hein? Oui. Qu'on soit avocat ou qu'on soit politique. Non, mais sans le courage, on ne fait rien. Alors, le courage, la vie politique, la vie sociale, le racisme. La France est un pays où le racisme perdure. Hein. Dernier fait en date, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, l'assassinat sauvage d'Aboubacar Cissé le week-end dernier dans une mosquée du Gard. Au passage, vous parlez de racisme anti-musulman ou d'islamophobie. Et comment avez-vous réagi quand vous avez appris ça? Alors, assassiner un homme dans un lieu de prière, que ce soit une synagogue, une église, moi j'étais l'avocat d'une partie de la famille du père Hamel, ou dans une mosquée, c'est un acte abominable. Parce que, encore une fois, la laïcité, je le dis souvent, la laïcité, c'est aussi la protection de la religion. La laïcité n'est pas l'ennemi de la religion. La laïcité, elle pose un principe simple. La loi protège la foi, mais la foi ne fait pas la loi. Et là, l'assassin a tué Aboubacar Cissé parce qu'il était musulman. Hein? Parce qu'il était musulman dans une mosquée. C'est un crime barbare contre quelqu'un. C'est un crime d'intolérance, c'est un crime anti-musulman. Islamophobie? J'aime pas le mot islamophobie, parce que si on prend le sens des mots, la phobie, ça serait la peur de l'islam. Or, pour moi, ça ne veut rien dire, la peur de l'islam. On n'a pas à avoir peur d'une religion. On est dans le racisme, on est dans l'antisémitisme, point. Alors, qu'est-ce que vous comprenez à la polémique consécutive à cet assassinat raciste sauvage initié par LFI? Écoutez, j'étais
mercredi dernier au Sénat, où 2 questions ont été posées par un sénateur écologiste et un sénateur socialiste qui, je dois dire, ont lancé une polémique que je trouve lamentable en disant comment, monsieur le Premier ministre, voulez-vous tolérer que le ministre de l'Intérieur tienne des propos qui encouragent finalement ce climat. Je pense que la situation est suffisamment grave pour que nous n'ayons pas à nous diviser. Face à ces crimes, nous devons être unis. Alors, face à ces crimes, nous devons être unis. Justement, dimanche, il y a 8 jours, il y a eu ce rassemblement initié à l'appel de notamment LFI. On a vu les larmes de Mélenchon, l'appel à la création de milices privées par le collaborateur de la députée Ercilla Soudé, ou le fait que le député PS Jérôme Guedj ait été chassé du rassemblement en hommage à Boubacar Cissé sous les cris de « sale sioniste ». Alors, c'est ça qui est le plus lamentable. Bon. L'appel à l'autodéfense, c'est ridicule, mais les larmes de M. Mélenchon, je ne vais pas discuter sur les larmes sélectives de M. Mélenchon. En revanche, qu'un parlementaire qui n'est pas de mon bord vienne apporter son soutien et soit exclu de la manifestation au motif qu'il est juif, même si c'est sous le couvert de l'étiquette sioniste, ça c'est inquiétant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, même ceux qui sont victimes, celui qui tue qui veut commettre un meurtre dans une synagogue ou un meurtre dans une mosquée, dans les 2 cas, il est l'ennemi de la République. Et il est raciste. Et ceux qui doivent défendre la République doivent condamner avec la même force les crimes dans les lieux de culte. Et venir exclure quelqu'un montre que ces gens-là, ceux qui ont fait ça, sont des misérables. Et les filles ? Je ne sais pas si c'était des adhérents des LFI. Maintenant, si vous voulez qu'on en parle. On en reparlera, on va en parler. Je rappelais en début, parce que je veux parler un peu de votre parcours encore. En début d'émission, vous avez été l'avocat en 2009 des parties civiles dans le procès d'Ilan Halimi, ce jeune juif enlevé, séquestré, torturé et assassiné en 2006 parce qu'il était né juif. Qu'est-ce que vous retenez de ce procès ? Et est-ce que c'est juste de dire que ça a marqué un changement d'air ? Alors, ce procès était annonciateur de toute la série de crimes antisémites qui ont suivi. Enfin, ce crime, vous voulez dire, a été annonciateur de tout ce qui a suivi. Oui. Et donc, peu de gens ont voulu le voir. Je rappelle qu'il y a eu une grande contestation sur le caractère antisémite de ce crime, ce qui est quand même hallucinant. J'avais dénoncé à l'époque la culture antisémite qui régnait chez certains en banlieue. On m'avait accusé d'être injuste et de vouloir attiser les haines, alors que c'est une réalité. Je rappelle qu'en 2004, si ma mémoire est bonne, M. Aubin, inspecteur général de l'éducation nationale, s'inquiétait qu'on ne puisse plus scolariser d'enfants juifs en Seine-Saint-Denis sans que cela ne suscite une réprobation et un effroi, et les choses ont été en empirant. Alors les choses ont été en empirant. Vous vous souvenez aussi, vous le rappelez que certains ont cherché à relativiser le mobile antisémite du gang des barbares, donc ceux qui ont assassiné Ilan Halimi. Ainsi, je cite un personnage, Pascal Boniface, tellement obsédé par les Juifs et Israël, qui écrit en début 2014 dans un livre « La France malade du conflit israélo-palestinien », tout parent, je le cite, se met à la place des parents du jeune Halimi. Si c'est arrivé à mon fils, sauf que le traitement de l'affaire par les médias a pu également susciter interrogation. Antisémite, c'est Boniface qui parle. Le mobile, oui et non. Un commentaire ? Je comprends pas le oui et non. Ouais. Ou c'est oui ou c'est non. Ça veut. Hein. Voilà, donc Ilan Halimi a été assassiné et il a d'abord été enlevé parce qu'il était juif en vertu d'un préjugé antisémite. Les juifs ont de l'argent. Ouais. Et d'ailleurs, à un moment donné, pour signer le caractère antisémite du crime, Youssouf Fofana, le chef du gang des barbares, voyant que la rançon n'arrive pas, fait un enregistrement dont je garde un souvenir atroce dans cette sale ville de la cour d'assises, Ilan appelant sa maman au secours, et il va déposer ça chez un rabbin, parce que c'est la communauté soudée. Qui va payer. Et ils vont payer. Si c'est pas une démarche antisémite, je ne sais plus ce qu'est l'antisémitisme. Boniface, 11 ans après, Pascal Boniface, il repart en croisade dans ce qu'il qualifie dans son nouveau livre Permis de tuer, le 2 poids 2 mesures. Je le cite, parmi les causes de l'antisémitisme, et donc il parle de ce qui se passe dans la France d'aujourd'hui.
il y en a une extrêmement puissante, sans doute la plus motrice, c'est le sentiment d'un deux poids, deux mesures dans la lutte contre les différentes formes de racisme. Et il ajoute la culpabilité à la guerre de la Shoah fait de la lutte contre l'antisémitisme une priorité absolue. C'est gênant quand cela vient à créer une hiérarchie dans la lutte contre le racisme, en estimant qu'il y a des racismes qui méritent plus d'attention, plus d'efforts, plus de moyens que d'autres. Cela crée un sentiment qu'à la table de la République, tout le monde n'est pas assis à la même place et qu'il y a des enfants plus choyés que d'autres. Et moi, j'étais président de la commission juridique de la LICRA. Ouais. Je n'ai jamais fait de hiérarchie face au racisme et aux discriminations. Mais si M. Boniface suivait l'actualité, aujourd'hui, ceux que l'on tue parce qu'ils sont juifs, ce sont les juifs. Ce sont les juifs. Et sa note Et pardonnez-moi, on parlait d'Ilan Halimi, mais ensuite il y a eu Sarah Halimi, il y a eu l'hypercachère, il y a eu Ozara Torah. Donc l'assassinat de juifs en France est malheureusement une réalité. Ça n'enlève rien au caractère odieux des agressions, racistes, des discriminations anti-musulmanes. Mais vouloir dire que les juifs de France sont choyés. Quand on les tue. Hein. On se passerait bien d'un tel privilège. Hein. Et vous vous souvenez de cette note interne au PS de Boniface en 2001, où il développait l'idée anti-républicaine. Cette note... Et en principe auditeur communautariste, selon laquelle les musulmans en France étant bien plus nombreux que les juifs, le PS devait critiquer davantage Israël. Alors cette note, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que... Donc la note de Boniface, on est d'accord. La note de Boniface de 2001, c'est ce que M. Mélenchon applique aujourd'hui. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire que c'est un calcul cynique. Moi, j'ai connu M. Mélenchon laïque. Ouais. J'ai connu M. Mélenchon pourfendeur du voile. On se souvient que c'est lui qui a prononcé le discours d'hommage à Charb en 2015. Hein. Voilà, donc... et aujourd'hui, M. Mélenchon fait le calcul que Pascal Boniface mettait en avant en 2001, les gros bataillons électoraux, les réserves de voix, c'est dans la communauté musulmane qu'il faut les trouver, et c'est pour ça qu'il a fait ce que on n'avait pas vu depuis Drummond. C'est-à-dire... Vous parlez de Mélenchon, là. Hein. Oui, je parle de M. Mélenchon. Il a fait ce qu'on n'avait pas fait en France depuis Drummond, c'est-à-dire faire de la question juive, sioniste, entre guillemets, un enjeu de politique nationale. Lorsque les Français doivent choisir des députés au Parlement européen, la question du conflit israélo-palestinien, elle n'est pas majeure dans les problèmes de la construction européenne, dans les problèmes que nos compatriotes vivent par rapport à l'Europe, trop intrusive, pas assez intrusive, solidaire, pas solidaire. Et donc, il a essayé de focaliser le débat là-dessus, avec Mme Rima Hassan comme tête de gondole. Et donc, bien entendu que cela a introduit dans le débat public une forme d'antisémitisme sous couvert d'antisionisme. Et vous dites, Boniface, il est précurseur de ça. Et je dis que le précurseur de ça, c'est M. Boniface. Donc il a une responsabilité énorme sur ce qui se passe. Il a une responsabilité, et disons que d'une note qui était restée confidentielle, discrète, et que les dirigeants du Parti socialiste à l'époque n'avaient pas pris en compte... Enfin, il a été viré du PS à cause de ça. Voilà, M. Mélenchon, lui, l'a pris en compte. Alors, un débat politique actuel, malmené, comme vous venez de le dire, extrémisé, brutalisé par la France insoumise et ses soutiens. Les mobilisations de LFI, semaine après semaine, prennent la forme, y compris, c'était le cas le 1er mai, d'une mobilisation contre Israël et pour Gaza. Qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que ça dit de l'état de la France et de l'état de la gauche ? Écoutez, moi, il m'est arrivé au Conseil de Paris, lorsque les communistes et les Verts faisaient des motions anti-israéliennes. Parce que les LFI ne sont pas présents au Conseil de Paris. Il y avait un LFI au Conseil de Paris. Je leur dis, mais ça fait 20 ans, au moins, qu'Israël n'occupe plus la bande de Gaza. Pendant 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Hamas a fait régner une dictature. Les Palestiniens homosexuels étaient jetés du haut des toits. Les femmes étaient réduites à l'état de zombies. La démocratie, évidemment, était morte. La liberté de l'association, la liberté de la presse n'existaient pas. La corruption régnait en maître. Toute l'aide internationale n'a pas servi à la population, mais à construire des tunnels, à acheter des armes.
personne ne se souciait. Ces bonnes âmes qui aujourd'hui sont émues n'ont rien dit face à ces 20 ans de dictature. Pourquoi ? Parce que en réalité, c'était de mauvais ton de critiquer le Hamas parce que ça ne rapportait rien. Alors, et ensuite, après le 7 octobre, moi, je le dis très clairement, un enfant innocent qui est tué, que ce soit des bombes israéliennes, des bombes palestiniennes, c'est évidemment intolérable et affreux. On va préciser pour nos auditeurs, quand on voit un enfant palestinien mort, eh ben ça, c'est atroce. C'est atroce et là-dessus... C'est épouvantable. Et là-dessus, il faut le dire haut et fort. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas éluder le débat sur la responsabilité. Et en réalité, tous ceux qui, aujourd'hui, sont les pleureuses professionnelles sur les Palestiniens, auraient dû mettre toute leur énergie à dire pour que la paix arrive. C'est très simple. Que le Hamas dépose les armes et libère les otages. Et on voit que maintenant qu'il y a cette pression israélienne sur la bande de Gaza, des manifestations anti-Hamas qui commencent à avoir lieu. Et donc moi je pense que le meilleur service qu'on puisse rendre au peuple palestinien, c'est de le débarrasser du Hamas. Écoutez, il y a ces manifestations, on va voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Soutien au Hezbollah, soutien au Hamas, à la Syrie d'Assad, à l'Iran. LFI est-il le parti de l'étranger ? Alors, j'aime pas l'expression du parti de l'étranger. Oui, parce que ça a une certaine connotation. Ça a une certaine... Mais comme c'est dans le débat, je vous pose la question. Ça a une certaine connotation. Je dis simplement qu'à un moment donné, quelle est notre vision du monde ? Moi, je suis profondément républicain, et lorsqu'on parle des valeurs de la République, il faut les décliner. On ne peut pas dire les valeurs de la République dans des invocations. Les valeurs de la République, c'est d'abord une société de tolérance. Une société de tolérance, c'est une société où on n'assigne pas les gens à la couleur de leur peau, à leur naissance, à leur race, à leur religion. On est la République. Et la République et la nation, ça se construit sur un rêve en commun. Et le rêve français, c'est d'être un pays de liberté. Liberté pour les femmes, liberté d'écrire, liberté de penser, liberté de chanter, liberté de croire, liberté de ne pas croire. C'est ça notre modèle. Là, c'est le franc-maçon qui parle ? Non, c'est le modèle français, c'est le modèle français. Et donc à partir de ce moment-là, quel est le modèle que propose l'Iran, que propose le régime syrien, que propose le Hamas ? C'est aux antipodes de cela. Et donc à partir de ce moment-là, je ne comprends pas que des gens qui se revendiquent d'un héritage de gauche puissent piétiner à ce point les valeurs de la gauche. Quand on dit, quand beaucoup voient en Mélenchon un antisémite et en LFI le premier parti antisémite de France, c'est juste ou pas ? Monsieur Mélenchon est celui qui a participé à un climat de haine et de détestation sous couvert d'antisionisme des Juifs de France. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'avant, on vous dit plus sale juif, on dit maintenant sale sioniste. Vous voyez, quand M. Gage est viré d'une manifestation, le dire sioniste dehors, ça ne veut rien dire. Mais vis-à-vis de la loi, c'est mieux que de dire juif. On a le droit de critiquer Israël. Et toute critique de l'État d'Israël n'est pas une critique antisémite. Et peut-être recevable, on voit ce qui se passe en Israël. Et d'ailleurs, je le dis toujours, les premiers à critiquer cela, ce sont les Israéliens, parce qu'eux ont la chance de vivre dans une démocratie. Et une démocratie stupéfiante. Je lisais là que des officiers de réserve ou des réservistes 150 officiers de l'armée de l'air refusent d'être mobilisés dans un pays en guerre. Ouais. Et ils ne sont pas en prison. C'est vous dire. À partir de ce moment-là, vous voyez, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la profonde humanité d'un peuple en guerre qui vient de subir le 7 octobre et qui est prêt, je voudrais que les gens réfléchissent à ça, qui est prêt à libérer des terroristes pour récupérer les dépouilles de ces morts. C'est vous dire comment on attache une importance à la vie. Et donc, moi j'aimerais que, au Moyen-Orient, tous les peuples du Moyen-Orient puissent vivre dans une démocratie comme il y en a en Israël. Au passage, vous dites... D'ailleurs, personne n'enquête, j'aimerais bien que les journalistes le fassent. Est-ce que les Arabes israéliens bougent ? Est-ce que les Arabes israéliens... A priori, non. Est-ce que les Arabes israéliens sont solidaires du Hamas ? Est-ce que les Arabes israéliens manifestent ?
Mais en tout cas, les Israéliens ne sont pas tous solidaires de Benjamin Netanyahou. Bien sûr. Hein, et c'est pour ça que dire que tout juif français est un sioniste en puissance... Aujourd'hui, on dit même génocidaire, hein, vous avez entendu. Ah non, mais c'est indécent. Hein, voilà. Et alors, on en vient à l'autre actualité qui vous concerne, on va dire le clivage parisien. Oui. Hein, est-ce que vous êtes toujours candidat à la mairie de Paris? Je précise les choses, en dépit de cette enquête qui vous vise pour corruption et qui concerne des conditions d'attribution en 2023 d'un logement social dans le 16e arrondissement à une jeune femme. Écoutez, alors, puisque vous avez... je conteste évidemment avec la plus grande force ces faits, mais je dis tout simplement, je suis plus que jamais déterminé à être candidat à la mairie de Paris. Cette ville a besoin d'alternance, c'est ma ville, j'y suis né, j'y ai fait toutes mes études, j'y ai toujours travaillé, j'y ai quasiment toujours vécu, j'aime ma ville. Les Jeux Olympiques ont montré la beauté de notre ville lorsqu'elle est propre, lorsqu'elle est sécurisée. Elle a une fois de plus ébloui le monde. Et donc, oui, je souhaite... Mais cette affaire, vous y voyez la main de vos adversaires politiques? Écoutez, est-ce que c'est une affaire politique? Est-ce qu'on veut vous toucher? Je ne sombre pas dans le complotisme, je ne crois pas non plus aux coïncidences. C'est-à-dire? Bon, je pense qu'il y a des calendriers qui se télescopent, mais encore une fois, c'est pas mon sujet. C'est pas votre sujet. Certains disent que c'est Rachida Dati qui est derrière. Mais je ne vais pas le... C'est une polémique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler aux Parisiens. Parler aux Parisiens. Vous avez dit pourquoi vous voulez être candidat, pourquoi vous voulez être maire. Les sondages ne sont pas très bons pour vous? Pas du tout, pas du tout. Écoutez, les sondages... D'abord, le premier sondage où j'avais officialisé ma candidature me donnait 11% des voix face à Madame Dati qui en faisait 30, me donnait 14 face à Monsieur Attal qui n'en faisait que 26, et me donnait 16 si c'était un autre candidat Renaissance alors que la campagne n'a pas encore commencé. Et donc je pense qu'en parlant aux Parisiens, bien entendu aux Républicains, aux centristes, à ceux qui veulent l'alternance en dehors de la gauche, à la société civile... Est-ce que vous pourriez avoir une alliance avec Renaissance, par exemple? Mais, vous savez... Comment ça se passe entre vous et le couple Macron? Non, mais moi, je crois tout simplement à la concurrence. Chacun présentera son projet. Les Parisiens trancheront, et puis il y aura un ordre, et puis en fonction de l'ordre et du rapport de force, chacun devra en tirer les conséquences. L'ordre et le rapport de force dans les sondages ou au premier tour? Dans les urnes. Dans les urnes. Agnès Buzyn, qui était à votre place il y a quelques semaines, ici à Radio J, avait dit qu'elle ne soutiendrait pas Rachida Dati si elle était candidate, pointant notamment les affaires judiciaires de la ministre de la Culture visées, vous savez, par cette information judiciaire pour corruption et trafic d'influence. Qu'est-ce que vous en pensez? Tenez, moi, je n'ai jamais voulu instrumentaliser les affaires, et tant que les gens ne sont pas condamnés, je respecte la présomption d'innocence. Maintenant, je pense que Madame Dati ne fait pas l'unanimité chez Renaissance, ne fait pas l'unanimité à droite. Mais Laurent Wauquiez, a priori, la soutient. Et elle soutient Laurent Wauquiez. D'ailleurs, vous soutenez qui, vous, pour la présidence de LR? Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau? Moi, je soutiens évidemment Bruno Retailleau, parce que Bruno Retailleau a un avantage sur d'autres. Il a une sincérité et une constance dans les convictions. C'est pas le cas de Laurent Wauquiez? Je parle de Bruno Retailleau. Et donc Wauquiez, Rachida Dati qui soutient Wauquiez qui soutient Dati, c'est un plus pour elle ou pas? Nous verrons. Je ne peux pas... Je ne peux pas me prononcer à la place des Parisiens. Je ne le crois pas. Vous ne le croyez pas? Non. Pourquoi? Parce que je pense que les Parisiens se moquent totalement de l'opinion de M. Wauquiez sur les élections municipales à Paris. Et c'est quoi l'argument fort que vous pouvez affirmer devant les Parisiens qui pourrait faire de vous leur maire de Paris? Tout simplement parce que... Oh, il y en a beaucoup. Non, mais on arrive à la fin de l'émission. Alors, le premier, c'est que moi... Être maire de Paris n'est pas une étape dans un plan de carrière. Certains me reprochent mon âge. L'avantage de mon âge... Vous avez quel âge? J'ai 71 ans, même si ça ne se voit pas, je les ai. Et donc, à mon âge, on est candidat pour servir sa ville, pas pour se servir de sa ville. La deuxième chose, c'est que vous m'avez présenté en disant « Vous êtes un avocat et un homme politique ». Je vais rectifier les choses. Je suis un avocat qui pendant 50 ans a travaillé comme avocat, avec, je crois, une compétence reconnue, des affaires, que ce soit en matière de terrorisme, en matière de la voix de l'enfant, en matière de lutte antiracisme. Et quel lien avec Paris? Mais tout simplement, ce que je veux dire, c'est que je suis aujourd'hui investi
J'ai été maire, c'est une expérience importante. Je suis parlementaire, mais je suis un homme libre. Je ne suis pas un apparatchik, je ne suis pas un homme de parti. Vous avez un métier. Oui. Je ne suis pas quelqu'un qui vit de la politique. Je suis quelqu'un qui a vécu, qui a dirigé une entreprise, qui a été administrateur de société, qui a été enseignant. J'ai une vraie expérience de la vie, une vraie expérience professionnelle, et donc je pense que c'est un plus dans la manière d'aborder les choses. Merci en tout cas Francis Pinard d'avoir passé ce moment avec nous. Bon dimanche sur Radio Bon J. dimanche à vous. Et à la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine. Non, pas moi. Oui, mais aux auditeurs. Les auditeurs. Hein, merci.